Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter la disparition de Jodie Huisentruit, qui était une présentatrice américaine pour la chaîne Kimt TV à Mason City dans l'Iowa, et ça va bientôt faire 25 ans que cette jeune femme a disparu. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. Jodie Huisentruit est née le 5 juin 1968, elle a grandi dans le Minnesota. À l'école, c'était une bonne élève qui s'est principalement illustrée dans le golf, discipline dans laquelle elle a d'ailleurs été considérée comme un talent prometteur. Elle a ensuite étudié la communication vocale et la communication de masse, puis en 1993, elle est devenue la présentatrice du journal du matin et de midi sur la chaîne Kimt TV à l'âge de 25 ans. C'est 2 ans plus tard, en 1995, qu'elle disparaît mystérieusement. Je vais vous raconter la chronologie des faits juste avant et puis autour de sa disparition. Le 26 juin 1995, Jodie Huisentruit participe à un tournoi de golf. Elle y participe toute la journée et le soir, elle dîne avec ses connaissances du club. Et puis ensuite, elle rentre chez elle probablement aux alentours de 20h. Vers 20h45, elle passe un appel à une amie. Cette dernière n'étant pas chez elle, Jodie va discuter un petit moment avec son mari qui a décroché. À 3h du matin, Jodie est supposée arriver au studio où elle travaille, mais elle ne se présente pas. Ce n'est pas quelque chose qui va véritablement inquiéter ses collègues puisque visiblement, Jodie avait l'habitude d'arriver assez fréquemment en retard. Comme je vous l'ai dit, c'était une jeune femme qui avait 27 ans et elle s'était installée à Mason City depuis à peu près 2 ans. Donc elle avait eu le temps de se faire un certain nombre d'amis et elle avait pris l'habitude de sortir avec eux de temps en temps le soir dans des bars pour prendre des verres malgré ses horaires de travail qui étaient quand même assez spéciaux. Et du coup ça fait que ça arrivait assez fréquemment, on dit à peu près une fois par semaine, qu'elle rate son réveil et qu'elle arrive en retard au travail. À 4h du matin, donc le 27 juin 1995, Amy Kunz, qui travaille comme assistante auprès de Jodie, va lui passer un coup de téléphone parce que son retard commence à se faire vraiment conséquent. Après plusieurs sonneries, Jodie décroche et elle répond qu'elle a eu une panne de réveil mais qu'elle se prépare rapidement et qu'elle arrive dans les quelques minutes qui viennent au travail. À 6h du matin, l'équipe de Kimt TV n'a toujours aucune nouvelle de sa présentatrice. Ils décident donc de la remplacer et c'est environ 1 heure plus tard qu'ils vont contacter la police parce qu'ils commencent à être véritablement inquiets. Arrivés devant le domicile de Jodie Huisentruit, les enquêteurs vont découvrir la voiture de Jodie qui est une Mazda Miata de couleur rouge ainsi que des traces de lutte. Il y a notamment plusieurs objets qui appartiennent à la victime qui sont éparpillés autour de sa voiture, des chaussures, un sèche-cheveux, des boucles d'oreilles, les clés de la voiture qui sont cassées. Il y a aussi un des rétroviseurs qui est lui aussi cassé ou en tout cas plié. Et puis des traces au sol qui semblent indiquer que quelque chose ou quelqu'un a été traîné. Les voisins interrogés rapportent avoir entendu un cri au début du jour, à peu près entre 4h et 5h du matin, c'est-à-dire un horaire qui correspond tout à fait au moment auquel on pense que Jodie aurait quitté son domicile pour se rendre à son travail. Et l'un d'eux rapporte aussi avoir aperçu une camionnette blanche ou de couleur claire, phare allumé, avec le moteur en marche, stationné sur le parking vers 4h30 au moment où lui-même est parti à son travail. Malheureusement, il n'a pas prêté plus attention que ça, il n'a pas relevé la plaque d'immatriculation du véhicule. Peu de temps après, alors qu'ils sont toujours en pleine investigation, un homme s'approche des enquêteurs et se présente en tant que John Van Size, 47 ans. Il dit qu'il est un ami de Jodie et il va leur dire quelque chose d'assez surprenant.
John dit qu'il est la dernière personne à avoir vu Jodi en vie puisqu'elle se serait rendue chez lui la veille au soir aux alentours de 20 h afin de regarder la cassette d'un film qu'il a réalisé lors de sa soirée d'anniversaire. En effet, Jodi venait tout juste de fêter ses 27 ans à peine 3 semaines plus tôt. Dans ce discours-là, il y a plusieurs choses qui vont interpeller les enquêteurs. Déjà, la timeline qui n'est pas très cohérente. Comment est-ce que Jodi aurait pu se rendre chez son ami John Van Cise vers 8 h alors qu'on sait qu'elle a quitté le repas qu'elle faisait avec les gens du tournoi de golf à 8 h et qu'elle était repassée chez elle et qu'elle a passé un appel depuis chez elle à 20h45. Déjà au niveau des horaires, ça semble assez étrange, en tout cas c'est contradictoire avec les autres éléments de l'enquête. Et puis il y a aussi cette formulation qui est quand même assez étrange. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est la dernière personne à avoir vu Jodi en vie alors qu'au moment où il se présente, Jodi n'est portée disparue que depuis quelques heures et on ne parle pas encore de meurtre ou de mort, elle a tout simplement disparu. Mais ces éléments-là ne vont pas suffire à incriminer Van Cise. La police n'obtient pas de mandat pour faire une perquisition chez lui et il n'est pas plus inquiété que ça à ce stade-là de l'enquête. D'un autre côté, les investigations continuent au domicile de Jodi où, à première vue, on ne relève absolument aucun indice, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de notes, absolument rien au premier abord. Toutefois, il y a quand même deux choses qui sont assez importantes à souligner. Premièrement, la police met la main sur le journal intime de Jodi Huisentruit. À l'intérieur, il n'y a pas quelque chose de particulièrement marquant, elle n'évoque pas des menaces reçues par quelqu'un, ni un conflit avec une personne, enfin il n'y a pas quelque chose qui ressort véritablement de la lecture de ce journal. Elle y décrit plutôt son quotidien avec ses amis, mais surtout dans son travail et puis aussi ses ambitions pour le futur. Et ce journal, il va être saisi comme une pièce à conviction par la police de Mason City qui le conservera. Et la deuxième chose qui est notée dans le rapport de la police ce jour-là au domicile de Jodi Huisentruit, c'est que la lunette des toilettes est trouvée en position relevée. C'est quelque chose qui est assez inhabituel chez une femme qui vit seule et on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle était dans cette position. Est-ce qu'éventuellement Jodi avait pu passer la nuit avec un homme ? Finalement, avec les éléments dont dispose la police à ce stade, la seule et unique théorie possible dans la disparition de Jodi Huisentruit, c'est celle de l'enlèvement, probablement par une personne assez forte physiquement. Mike Alverson, qui dirige l'enquête, déclare alors « Nous n'avons pas vraiment d'autres théories de ce qui a pu se passer. Nous n'aimons pas ce que nous avons trouvé sur place. » Dans les jours qui suivent, une vingtaine d'officiers de police accompagnés de chiens entraînés à suivre des pistes vont patrouiller, vont quadriller toute une zone d'environ 1 km autour du domicile de Jodi Huisentruit, mais malheureusement aucun autre élément ne va être rapporté de ces investigations-là et l'enquête piétine. Quelques mois plus tard, en septembre 1995, la famille Huisentruit embauche le détective privé McCarthy qui va lui-même solliciter l'aide de l'enquêteur Doug Jayza et ensemble ils vont participer à plusieurs émissions à fort retentissement médiatique comme America's Most Wanted par exemple qui vont permettre à l'enquête d'être encore plus connue du grand public. La famille propose aussi une récompense à toute personne qui apporterait une information pertinente pour faire avancer l'enquête. À la fin de l'année 1995, le 13 novembre très exactement, la famille Huisentruit et les deux enquêteurs privés vont se rendre en Californie et faire appel à des médiums dans l'émission Psychic Detective. Ces médiums-là, qui sont donc 3, vont faire tout un tas de prémonitions, de spéculations sur ce qui a pu se passer. Ils vont principalement désigner un homme qui aurait vu Jodi à la télé et qui serait devenu obsédé par elle, mais sans que ça donne véritablement de pistes concrètes. Le 4 mai 1996, alors que Jodi a déjà disparu depuis plus de 10 mois, une centaine de volontaires vont quadriller le comté de Cerro Gordo à la recherche d'indices. Ils vont placer des espèces de petits drapeaux partout où ils trouvent des éléments qu'ils considèrent comme suspects et la police locale accepte de réexaminer toutes ces pistes-là, mais malheureusement là encore ça ne donnera absolument rien. En tout, près de 1000 personnes ont été interrogées dans le cadre de cette enquête, que ce soit par la police ou par les détectives privés. Et de tous ces entretiens, de tous ces témoignages, eh bien, il n'y a absolument aucune
piste sérieuse qui a réellement abouti. Et malheureusement, Jodi Huisentruit a finalement été déclarée légalement décédée en mai 2001. Mike Alverson, qui comme je vous le disais est celui qui a dirigé l'enquête, en a reparlé des années plus tard et il semblait toujours très affecté par ce qui s'est passé. On ne sait pas si elle est morte. La probabilité qu'elle soit encore en vie est très mince, des années après. Je ne pense pas qu'elle soit vivante, mais est-ce qu'on a quoi que ce soit pour confirmer sa mort? Non. C'est une affaire vraiment très difficile à résoudre. C'est quelque chose à laquelle les enquêteurs qui ont travaillé dessus pensent tous les jours. On aimerait tant obtenir les informations dont on a besoin pour résoudre l'enquête et arrêter un suspect. C'est vraiment une affaire difficile. Elle vous consume, elle est dans chacune de vos pensées. Alors avant que je vous parle des principaux suspects dans cette affaire, eh bien je vais vous rajouter quelques petits éléments que j'ai trouvés au cours de mes recherches et qui je pense peuvent être intéressants à connaître. Premièrement, on note que Jodi était censée être la demoiselle d'honneur au mariage d'une de ses amies, Suzanne Wagner, le week-end suivant sa disparition. C'est un élément qui nous laisse vraiment penser qu'elle a bel et bien été enlevée et qu'elle n'a pas disparu de son plein gré. Ensuite, si on remonte un petit peu dans le temps, on voit qu'en mars 1995, Jodi avait suivi des cours d'autodéfense et elle avait d'ailleurs expliqué à son professeur qu'elle les suivait parce qu'elle avait eu un incident quelques mois auparavant et qu'elle n'était pas très à l'aise avec ça sans qu'elle n'ait donné plus de précision. La veille de son enlèvement, alors qu'elle jouait au golf avec des connaissances, Jodi aurait évoqué la possibilité de faire changer son numéro de téléphone le lendemain, donc le jour où elle a été enlevée, parce que elle s'est plainte d'avoir reçu plein de coups de téléphone assez salaces qui la dérangeaient en fait chez elle. Pour autant, elle n'avait pas spécialement paru inquiète quand elle en a parlé à ses amis. Elle avait plutôt l'air d'accepter ça et de dire que ça allait un petit peu de pair avec sa petite célébrité qu'elle avait dans la ville de Mason City. Selon John Lang, qui est un agent spécial des investigations criminelles, la personne qui a enlevé Jodi l'a probablement observée et connaissait ses habitudes, donc il s'agirait plutôt d'un crime prémédité. De plus, le sujet a agi sur un parking qui est juste devant l'immeuble de la victime. Il y a de très nombreux balcons et fenêtres qui donnent directement sur ce parking, c'est-à-dire qu'il savait qu'il pouvait être vu. Donc on peut en déduire qu'il était probablement assez fort physiquement, mais aussi sûr de pouvoir maîtriser Jodi Huisentruit. Maintenant que vous connaissez bien l'affaire et tous ces différents éléments, eh bien je vais pouvoir passer à la présentation et l'énumération des différents suspects. Commençons par le plus évident des suspects qui est John Van Cise, qui est, comme je vous le rappelle, selon lui-même, la dernière personne à avoir vu Jodi en vie. John avait potentiellement des sentiments pour Jodi, c'est pas dit explicitement mais il y a pas mal d'éléments qui nous le font penser et par contre ce qu'on sait c'est que Jodi, elle de son côté, elle était claire sur le fait qu'elle ne voulait rien avec lui. En tout cas, elle l'avait dit à ses amis et elle l'avait écrit dans son journal intime. Par contre, on ne sait pas si elle avait été aussi claire avec lui et si elle avait bien cadré les choses. En tout cas, il y a pas mal de témoignages selon lesquels John avait une sorte d'obsession pour Jodi. Il lui faisait très souvent du rentre-dedans et pas mal des amis du groupe en avaient été témoins. Et puis, j'ai lu aussi qu'il avait un bateau qu'il avait nommé en hommage à Jodi. En tout cas, on sait qu'il était pas mal investi sur la jeune femme puisque c'est lui par exemple qui a organisé sa soirée d'anniversaire surprise qui s'est déroulée quand même tout juste quelques semaines avant sa disparition. À cette soirée d'ailleurs, ils ont été vus en train de danser ensemble et potentiellement d'avoir un petit peu flirté. On sait qu'ils ont passé beaucoup de temps les dernières semaines qui ont précédé la disparition de Jodi. Ils sont partis faire tout un week-end avec des amis pour aller faire du ski nautique. Il y a eu cette fameuse soirée d'anniversaire, mais ils sont aussi vus à d'autres reprises, soit avec d'autres amis, soit aussi en tête-à-tête. Donc ils passaient quand même pas mal de temps ensemble. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a eu un comportement et des propos assez étranges le jour de la disparition de Jodi et ça a visiblement continué par la suite puisque il a été raconté par un très jeune garçon qui travaillait dans la même entreprise que John, qui était stagiaire et qui se faisait raccompagner par John jusqu'à chez lui, qu'à un moment John Van Cise se serait arrêté au bord un sorte de réservoir ou précipice et qu'il aurait d'un seul coup dit « Est-ce que tu penses que Jodi est là ?» et ça aurait fait très très peur au garçon qui aurait vraiment été paniqué jusqu'à ce qu'il soit redéposé chez lui. Donc il y a quand même plein d'éléments un petit peu bizarres autour de cet homme.
On sait que la police s'est penchée sur son cas, qu'elle s'est intéressée à lui, qu'il y a eu des mandats, des perquisitions sur certaines choses, mais on ne sait pas vraiment à quel point ça a abouti ou pas. Toujours est-il qu'en tout cas il n'a jamais été interpellé et que aujourd'hui John One Size a déménagé et qu'il ne parle plus de l'affaire, il refuse d'en parler. Selon une autre hypothèse, un autre suspect potentiel ce serait un proche de Jodi mais non identifié, parce qu'on sait que Jodi elle a échangé des lettres avec un homme qui était bien plus âgé qu'elle durant les semaines précédant sa disparition. On sait très peu de choses sur cet homme, en fait on ne connaît pas son identité, mais voici quelques extraits de ce que lui écrivait dans la première lettre qui a été retrouvée et qui date du 8 juin 1995. Jodi, c'était sympa de discuter avec toi la dernière fois et sympa de recevoir ta carte d'anniversaire. Cependant je suis embarrassée par une si jolie carte, alors que moi le mieux que je puisse faire c'est de gribouiller sur mon papier de travail. Je suis enchantée de savoir que mes allusions à la beauté t'ont offensée. Si j'avais su que tu pensais ça de toi, il ne fait aucun doute que je n'aurais pas fait ces commentaires. Par conséquent, je me réserve le droit de continuer à penser ce que je pense. Par contre, si jamais tu prenais la grosse tête et commençais à penser ça de toi, je te ponctionnerais l'idée avec une aiguille ou un stylo ou les deux. Sourire. Ne t'en fais pas. Plus sérieusement, ne te laisse pas abattre et ne te préoccupe pas trop de là où tu en es dans ta carrière. Tu dois y croire autant que moi j'y crois. Dieu t'aime et son nom, mais on ne sait pas lequel, aussi. Et puis en annotation dans la marge, il est écrit « Il faut qu'on arrête de se voir comme ça ». Alors qui est l'homme derrière ces lettres? Est-ce qu'il pourrait s'agir de John One Size? Pourquoi pas? Moi en tout cas je trouve que c'est une hypothèse très intéressante parce que finalement le profil correspond bien à cette amie de Jodi, d'homme plus âgé qui semble quand même la trouver très belle et lui faire pas mal de compliments, etc. Je sais pas, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas qui a écrit cette lettre, mais je pense que ça pourrait être lui. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Un autre suspect potentiel est Anthony Jackson. Il l'est devenu en fait à la fin de l'année 1995 quand une nouvelle information a fait rebondir l'enquête. En effet, à ce moment-là, on découvre qu'un prisonnier qui est un violeur en série condamné à vie pour le viol de 3 femmes en 1997, qui s'appelle donc Anthony Jackson, a écrit une musique, une chanson de rap dont les paroles font peut-être potentiellement référence au meurtre de Jodi Huisentruit. Les paroles évoquent même un corps qui serait caché dans la ville de Tipton, dans l'Iowa. Il est à savoir qu'au moment des faits, donc quand Jodi a disparu, Anthony Jackson vivait à Mason City. Son ex-petite amie qui venait de le quitter ressemblait étrangement à Jodi, et on a aussi un ancien ami de Anthony qui a témoigné et qui dit avoir déjà vu Anthony Jackson aller parler à Jodi Huisentruit alors qu'ils étaient tous les deux dans un bar. Mais Anthony Jackson, lui, qui a été interrogé par les enquêteurs de Mason City, il nie tout lien entre la disparition de Jodi Huisentruit et sa chanson, et d'ailleurs toutes les chansons qu'il ait pu écrire. De nombreuses recherches ont été organisées dans la ville de Tipton avec l'aide de chiens spécialisés pour retrouver les cadavres, mais aucun corps n'a été retrouvé et finalement, manque de preuves, la police a été obligée d'arrêter de suspecter Anthony Jackson puisqu'il n'y avait rien qui pouvait réellement faire un lien entre lui et la disparition de Jodi. Passons maintenant à Thomas Korskaiden. Korskaiden, c'est un agresseur sexuel incarcéré qui, au cours d'une discussion en 2002 avec un officier de justice, lorsqu'on lui parle de Mason City, répond Jodi Huisentruit. Et du coup, l'officier va lui dire, mais essaie de creuser un petit peu et puis lui dire, mais on ne sait pas en fait si Jodi est encore en vie ou pas, et ce à quoi il répond, non, elle est morte. Alors quand il dit ça, bien entendu, ça fait à nouveau repartir l'enquête, et ce qui est vraiment intéressant de constater, c'est qu'en fait Thomas Korskaiden, il avait déjà été suspecté en 1995 au moment de la disparition de Jodi Huisentruit par la police de Mason City qui n'avait pu trouver aucun lien entre lui et l'affaire. On sait cependant que Korskaiden avait voulu acheter des tickets pour assister à l'enregistrement d'une émission de Kimt TV
au début de l'année 1995 et qu'il avait été très en colère quand il n'avait pas pu les obtenir. C'est aussi quelqu'un qui connaissait bien la ville de Mason City et qui était connu dans de nombreux bars et clubs de striptease de cette zone-là. Et puis le plus troublant, c'est que Corskaden, il possédait une camionnette de couleur claire, exactement comme celle qui a été décrite par le témoin et qui a été aperçue sur le parking juste devant l'immeuble de Who's and Truth. Et si vous voulez, lorsqu'on lui a demandé où est-ce qu'était passée cette camionnette pour pouvoir peut-être l'examiner, eh bien Corskaden il a répondu qu'il ne savait pas parce qu'il l'avait prêtée à un ami et étrangement, par le plus grand des hasards, cette camionnette elle a pris feu avant d'avoir pu être examinée par la police. Par contre, ça paraissait un petit peu trop beau, les enquêteurs ont relevé les empreintes digitales et palmaires de Corskaden. Et malheureusement, ces empreintes-là ne correspondent pas à celle qui a été retrouvée sur la voiture. Donc finalement, il n'y a absolument, encore une fois, aucun élément qui permette de l'incriminer dans la disparition de Jodi. Et donc, eh bien, il n'a pas été plus suspecté que ça. Ensuite, eh bien, on ne peut pas écarter la théorie d'un homme, un inconnu total, qui aurait complètement fait une fixation sur Jodi en la voyant à la télé. C'est d'ailleurs une piste qui a été évoquée assez rapidement, à la fois par la police mais aussi par les collègues de Jodi qui étaient quand même très préoccupés par l'attention que peuvent recevoir certaines femmes présentatrices par des hommes qui les regardent à la télévision. Il faut pas oublier non plus les fameux coups de fil que Jodi disait avoir reçus pendant les mois qui précèdent sa disparition, qui venaient probablement de personnes justement un peu détraquées qu'il avait vues à la télévision et qui avaient développé des obsessions étranges sur elle. Et Mike Burgess, qui était le patron de Jodi Hughes & Tree, lui a déclaré « D'habitude ce n'est pas du traquage. Ce sont des hommes qui font une fixation sur une journaliste ou une présentatrice qui apparaît tous les jours dans leur maison à travers la télévision. Souvent c'est juste des appels, des lettres ou le fait de passer devant en voiture, mais parfois c'est plus sérieux. » Comme je l'ai dit, c'est une piste qu'on ne peut pas écarter. Maintenant, il me semble que la police n'a pas trouvé d'éléments qui montraient que Jodi recevait des menaces en particulier de quelqu'un, et en tout cas ça n'a jamais mené à l'arrestation de qui que ce soit. Et ensuite je terminerai avec une théorie qui revient finalement dans presque toutes les enquêtes, en tout cas toutes celles qui se déroulent aux États-Unis, j'ai l'impression, qui est celle d'une potentielle négligence, voire même d'un complot ou en tout cas d'un lien avec la police. Alors il y a toute une histoire qui est assez étrange qui part de la mort d'un des amis de Jodi Hughes & Truth, qui en fait c'était un homme qui est décédé quelques mois avant la disparition de Jodi d'un suicide officiellement, sauf qu'il y a pas mal d'éléments qui laissent croire que potentiellement il aurait pu être tué et que ça aurait été étouffé par la police. Donc ensuite il y a eu beaucoup de théories autour de ça, peut-être que cet homme savait quelque chose, que Jodi savait aussi quelque chose et qu'on les a fait taire. Je vais pas trop m'étendre sur cette théorie là parce que je la trouve un petit peu périphérique on va dire à toute l'enquête, mais si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande très fortement, pour ceux qui comprennent l'anglais, d'écouter le podcast de Trace Evidence que j'ai écouté, ça dure 2 heures, mais vous trouverez les liens en barre d'infos. Je crois qu'il parle de cette théorie à la fin du premier épisode. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça. Au début du mois de juin 2008, un journal local, l'Iowa Globe Gazette, publie une histoire sur l'enlèvement de Jodi Hughes & Truth, accompagnée de très nombreuses photocopies des pages de son journal intime. Ces 84 pages photocopiées, elles auraient été envoyées au journal dans une grande enveloppe de manière anonyme. Et là je vais vous demander de vous rappeler ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo à propos de ce fameux journal intime. Je vous avais expliqué qu'il a été saisi par la police au tout début dans l'appartement de Jodi et qu'il a été conservé en tant que pièce à conviction. Donc comment c'est possible? Qui a pu mettre la main dessus pour le photocopier et ensuite l'envoyer à la presse? Finalement, quelques jours plus tard, l'identité du mystérieux envoyeur est découverte et il s'agissait en fait de la femme de l'ancien chef de police de Mason City. Elle va donc être interrogée par les enquêteurs pour essayer de comprendre les raisons de son geste, mais il n'y a absolument aucun mobile réellement crédible qui va ressortir de cet interrogatoire. Pourquoi est-ce que des photocopies de ce carnet-là se trouvaient au domicile de l'ancien chef de la police? Pourquoi est-ce qu'elle a jugé utile de les envoyer anonymement à la presse? Ça reste un mystère.
En 2011, Maria Hall, qui est une femme qui a travaillé pendant plusieurs années au sein de la police de Mason City et qui vient de se faire renvoyer, va porter des accusations contre 3 de ses anciens collègues en les impliquant dans la disparition de Jodi Huisentruit. Tous les 3 nieront bien sûr ces accusations et finalement on a assez peu d'informations sur tout ça, si ce n'est qu'il existe plusieurs autres personnes qui ont elles aussi accusé la police d'avoir été négligente, de ne pas avoir pris certaines pistes. Donc il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles avaient vraiment des choses très importantes à dire à propos de la disparition de Jodi Huisentruit, qu'elles se sont présentées à la police de Mason City et qu'elles ont été un peu éconduites, qu'on leur a dit que ça ne les intéressait pas. Il y a notamment Shane Philpott ou encore Donald Milks, qui comme par hasard sont 2 personnes qui sont aujourd'hui décédées. L'un a fait une overdose et l'autre a été assassiné à coups de poignard. Et si vous voulez, il y a tout un tas de personnes qui se demandent pourquoi est-ce que ces personnes sont mortes et est-ce que c'est véritablement des accidents entre guillemets ou pas. En 2015, les 100 membres de la Chambre des représentants de l'Iowa rédigent et signent une lettre qu'ils adressent à la ville de Mason City pour demander de faire du 27 juin la journée Jodi Huisentruit afin de commémorer le souvenir de la jeune femme, mais aussi de redonner un petit peu de visibilité à l'affaire. John Quicker, qui était à l'origine de ce projet, s'est vu reprocher par plusieurs personnes qui font partie de la police de Mason City d'avoir voulu se mêler de l'enquête et finalement cette lettre a été ignorée par les autorités et les représentants de la ville. Quicker a alors accusé la police de Mason City d'avoir eu de nouvelles pistes dans l'enquête dès 2008 mais de ne les avoir transférées qu'en 2015. C'est-à-dire qu'en gros il a suggéré que la police avait fait de la rétention d'informations voire même de la dissimulation. Ceci étant dit, la famille Huisentruit, elle, continue de soutenir et de faire confiance à la police. D'ailleurs, elle avait été consultée à propos de la lettre en question et elle n'avait pas vraiment été favorable à ce projet, pensant que ça pouvait être considéré comme un peu offensant, blessant pour les autres familles de personnes disparues et aussi parce que la famille n'avait pas envie que l'histoire de Jodi Huisentruit soit récupérée par des politiciens à des fins politiques, ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà pour mon résumé autour de l'affaire de la disparition de Jodi Huisentruit. Comme je vous le disais, ça va bientôt faire 25 ans que Jodi a disparu et il n'y a toujours personne qui a été arrêté dans cette enquête. Je trouve ça assez dingue de penser qu'une jeune femme a pu être enlevée comme ça dans un parking presque à la vue de tout le monde. Bon, c'est vrai que c'était un peu en pleine nuit mais quand même, et qu'elle a juste complètement disparu, elle s'est volatilisée et qu'on n'a jamais su ce qu'elle a pu devenir. Je sais pas ce que vous avez pensé des différents suspects, moi j'ai quand même vraiment beaucoup de doutes sur son ami John Van Cise. Il y a aussi le cas de Thomas Korskaden que je trouve intéressant, notamment à propos de cette camionnette qui a brûlé, etc. Voilà, je pense que c'est vraiment les 2 suspects qui me semblent les plus intéressants à creuser. J'espère vraiment qu'il y aura du nouveau. C'est vrai que c'est terrible en fait de se dire que la famille est toujours dans l'inconnu 25 ans plus tard. C'est vraiment assez affreux en fait et j'espère de tout cœur qu'il y aura finalement un dénouement et qu'on connaîtra la vérité et qu'on saura ce qui lui est arrivé. J'ai assez peu de doutes sur le fait qu'elle soit décédée maintenant, même si c'est vrai que ça arrive parfois que certaines femmes soient retrouvées, certaines victimes bien sûr, soient retrouvées beaucoup d'années plus tard, voire des décennies plus tard. Je pense quand même qu'il y a assez peu de chances qu'elle soit encore en vie, mais j'espère au moins qu'on pourra savoir ce qui s'est passé, que la famille pourra savoir afin de pouvoir, je pense, faire son vrai deuil, parce que même si elle a été déclarée légalement décédée en 2001, je pense qu'il y a quand même toujours une part d'eux qui peut-être espère, ou en tout cas qui se pose la question, donc ça doit vraiment être vraiment terrible quoi. Donc voilà, je sais pas quels sont vos avis sur cette question-là, sur cette vidéo-là, j'ai vraiment hâte de les lire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude, qu'elle vous a peut-être appris des choses. Je crois que c'est une affaire qui a été très peu traitée en France. En tout cas moi quand j'ai cherché, j'ai trouvé que des sources en anglais. Donc voilà, j'espère que je vous ai peut-être fait découvrir une nouvelle histoire ou redécouvrir pour ceux qui éventuellement en auraient déjà entendu parler.
Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté tout au long de cette vidéo et puis je fais un encore plus gros merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur Utip pour regarder des publicités afin de m'aider à gagner un petit peu d'argent. Merci aussi à toutes les personnes qui font des dons, c'est absolument adorable, je ne vous en demande d'ailleurs pas tant, regardez juste quelques publicités, je trouve que c'est déjà beaucoup. Bref, vous êtes absolument adorables et je vous en remercie. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.